Alors, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez entendu parler de MEM. Vous savez que chaque année, Google va déployer différentes versions d'algorithmes, tous les jours d'ailleurs. Et puis, il y a des algorithmes, on va dire, qui sont un peu plus majeurs, et surtout quand ils sont basés sur l'intelligence artificielle. Alors, par intelligence artificielle, on comprend un système qui doit imiter la pensée et l'intelligence humaine. Et ça, ils le font grâce à des algorithmes. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des algorithmes, je vais essayer un petit peu de le démocratiser pour que ça soit plus sympa, avec des images. Et puis, en fait, c'est chaque année, Google donc, il nous fait ces grandes annonces durant des événements. Et là aussi, lorsqu'il y a lorsqu'il y a des annonces, ben, il y a l'effet d'annonce, avec ceux qui veulent faire, qui pensent faire, et puis ceux qui vraiment ils vont appliquer. On a déjà été parfois un peu déçus. Alors, on verra les choses applicables, les choses concrètes. Alors, merci Patrice. Donc, effectivement, je suis consultant SEO à Barcelone depuis 2011. Et j'aide les boîtes les boîtes espagnoles qui veulent franchir les Pyrénées, un peu comme les passeurs, tu sais, de l'époque. Et puis l'inverse, réciproquement, les boîtes françaises qui veulent s'implanter en Espagne. Et puis après, c'est vrai que peut-être que vous avez déjà eu l'occasion de lire quelques études, des résultats d'update, etc., d'analyse de données que j'ai pu publier sur Systrix comme country manager France pour Systrix. Alors, le BERT, ou Robert, en fait, oui, au début j'ai dit tiens Robert, ça me fait penser à mon oncle, et puis après on m'a suggéré Julia, c'était plus sympa. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est? BERT, c'est un modèle de langage algorithmique qui a été mis à jour, et il prend la suite de RankBrain. Alors RankBrain, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de savoir ce que c'est, mais c'était la première intelligence artificielle qui permettait de transformer les mots en vecteurs numériques. Alors c'était sympa, ça faisait gagner de la qualité dans les recherches. Et ça permettait de comprendre les relations entre elles. De savoir, par exemple, que si on mettait Macron, là, en ce moment, c'est le propre, il associait que c'était l'entité président de la République aujourd'hui en 2021. Et donc BERT, qui veut dire en gros représentation d'encodeur bidirectionnel à partir de transformateurs, en fait, ça permet d'analyser une phrase dans deux directions, c'est-à-dire l'entité qui est à droite et l'entité qui est à gauche, plus ou moins, et donc ça analyse, ça permet, si tu veux, de comprendre en profondeur le contexte au sujet de l'ensemble de la phrase que qu'un utilisateur va saisir comme mot-clé. Donc en fait, BERT a eu un impact sur la recherche en anglais d'une requête sur 10. C'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a des millions, de milliards de requêtes chaque jour, chaque semaine, et donc l'impact est énorme. Et alors ça, c'est rien que sur BERT. Et d'ailleurs, tiens, il y a pas récemment, là, il y a un code je vous ai mis un petit outil que j'ai détecté il y a 7 semaines, pour pouvoir voir comment BERT interprète votre texte, voir comment il est capable les entités qu'il est capable de détecter et au-delà. Donc, oui, sur toutes les slides, vous verrez, tout ça c'est sourcé. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur les pages, sur les liens, pardon. Donc, et ensuite, on peut passer à MEM. Alors MEM, c'est pas moment, c'est pour modèle unifié multitâche, en anglais Multitask Unified Model. Et donc c'est cette année, c'était quoi, au mois de mars je crois, que Google l'a annoncé lors de sa conférence à IO, qui va succéder à BERT. Alors c'est pas encore, on verra tout à l'heure quand. Et il l'a annoncé comme 1000 fois plus puissant. Et puis, un petit détail, oui, en fait, tout le monde parle de Google et de MEM, mais ce n'est pas le seul à travailler dessus. C'est juste qu'il a un marketing un peu plus sympa. Il appelle MEM, et c'est plus facile à retenir, mais ce n'est pas le seul. Et justement, on va regarder comment il est fabriqué. Alors,
même en fait, si vous voulez, à la suite de BERT, ils ont directement commencé à travailler sur la création de langage spécialement pour Google. C'est-à-dire qu'au lieu de passer pour la traduction par exemple, je sais pas moi, de l'italien à l'anglais, du portugais à l'allemand, ou c'est que c'était d'une langue à l'autre, ils se sont dit non, on arrête ça, on va le simplifier, on va créer un langage intermédiaire, toutes les langues du monde, on va les traduire à la langue de Google. Et donc du coup, qu'est-ce que ça fait avec ce langage intermédiaire? C'est que vous pouvez traduire toutes les langues quasiment instantanément, rapidement et de qualité. Alors ça, c'est la première étape. Et ensuite, ils sont passés à une dérivation de la technologie BERT pour application au NLP, c'est-à-dire c'est au langage naturel, le traitement du langage naturel, c'est-à-dire l'analyse du langage naturel et de la parole. Alors en fait, ils ont entré, et ensuite, une fois que tu as tout ça, tu entraînes ton algorithme, tu lui fais manger de la donnée, et puis tu essayes. Alors eux, ils sont un peu taquins, hein, parce qu'ils se sont dit, tiens, puisqu'on sait déjà reconnaître à part la reconnaissance d'image, on sait reconnaître le texte. Allez, si on s'amusait un peu, si on le combinait, pour voir ce que ça donne. Et donc c'est pour ça que c'est multimodal. Alors on verra qu'est-ce que ça implique pour nous qui sommes SEO, qu'est-ce que ça veut dire après ensuite dans les requêtes, enfin dans les requêtes et dans les résultats qu'il veut apporter. Donc en fait, je vous ai dit tout à l'heure que Google n'est pas le seul à travailler sur ce type de recherche algorithmique. Et on a Unity de Facebook. Et Unity, en vérité, je sais plus, c'est apprentissage multimodal, multitâche avec un transformateur unifié. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? En fait, le but ici, ça va être de trouver un sens à ce qui est détecté. Et un peu comme l'information logique qui est montrée, si vous voulez, dans le knowledge graph qu'on a à droite chaque fois. Donc, on va avoir toutes ces informations qui vont être reliées à un keyword. Ils vont être gérés par un ensemble de résultats algorithmiques, notamment, par exemple ici, Unity de Facebook, par exemple. Donc, dans l'exemple montré ici, vous voyez, on a donc une image, on a une question, une hypothèse, un postulat, hein, c'est à peu près la traduction, et un paragraphe. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à chaque fois, donc, l'algorithme est capable de détecter ce qu'il y a sur une image et se dire, tiens, là, on dirait que c'est une personne, qui fait du ski, on en est à peu près sûr, parfait. Donc, en fait, chaque fois, il va faire passer des tâches dans son algorithme, c'est ce qui est écrit dans la seconde ligne, détection, VQA, etc. Et puis, il va donc essayer de trouver une réponse. Alors, on voit pour la question, quelle est la couleur de la chaqueta? C'est la veste. Et puis, directement, il est capable de répondre, ben, c'est rouge. Est-ce que cette hypothèse, est-ce que en fait, la dame est en train de nager? Ben là, sinon, on dirait qu'il conduit des skis, qui conduit pas il nage pas, quoi, si tu veux. Et donc, c'est une contradiction, etc., etc. Donc, du coup, ils vont l'entraîner comme ça pour voir quelles sont les réponses. Et finalement, ben, la meilleure réponse, la meilleure ou la bonne, en fait. Et ça a une différence entre la bonne et la meilleure. Vous allez le voir tout à l'heure. Et puis, donc en gros, donc il va faire travailler toutes les tâches en même temps pour en évaluer donc les réponses. Je vous laisse, si vous voulez, le brevet pour enquêter. D'ailleurs, on va aller voir un peu plus loin parce que si vous aimez ça, c'est amusant, mais sinon, c'est plus sympa avec des images. Alors, justement, quand on continue dans le brevet, eh bien, on va avoir un système de détection de ce qui est présenté à l'image. Alors, par exemple, si vous voyez, pour la première ligne, je vais en faire 2 ou 3, eh bien, Unity, excusez-moi, est capable de détecter
des pommes dans un bol, sur une image. Même peut-être il pourra nous dire que c'est une Granny Smith plus tard. D'ailleurs, c'est le cas, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais maintenant, enfin depuis quelques mois maintenant, c'est quand vous prenez une photo avec votre appareil photo, vous prenez, je ne sais pas, il a une plante, et vous dites, tiens, qu'est-ce que c'est comme plante? Et directement, il te détecte la plante. C'est génial ça, ça fait gagner du temps, ça évite les empoisonnements, etc. Donc imaginez-vous que plus loin, il pourra se dire, tiens, vous pourrez poser la question, est-ce que cette plante, on peut en faire du thé? Donc il va se dire, l'algorithme va se dire, tiens, premièrement, est-ce qu'elle est comestible? Deux, est-ce qu'on l'utilise dans le thé? Et après, est-ce que c'est bon pour un humain? Et dans ce cas, il va répondre. Mais tout ça, en fait, c'est le but de ce type d'algorithme, c'est de se poser toutes les questions qu'un humain va se poser et y répondre de manière pertinente. Donc on continue. Donc sur la seconde image, donc il détecte que c'est effectivement un panneau stop et il sait que c'est à l'envers, les éléments d'une cuisine, etc. Alors sur la seconde ligne, c'est intéressant parce que alors ils l'entraînent comme ça, et ils vont lui poser pas mal de questions. Et ce que moi j'appelle des surquestions implicites, c'est d'abord reconnaître, identifier, et puis après y répondre. Alors vous voyez, sur la première image, il dit voilà, on a deux zèbres, quelle est la relation entre les deux zèbres? Eh bien, il est capable de répondre, de dire ça doit être un petit avec sa maman. Et donc voilà, c'est ça la relation, parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir quand on est dans cette configuration de position. Non? Ensuite, une autre question, la seconde image aussi, ça me paraît hallucinant quand même, parce que tu as deux fruits sous blister. Unity est capable de distinguer que ce sont déjà deux fruits, lesquels, et puis tu lui poses la question, quel est le fruit qui a le plus de potassium? Donc tu imagines, il faut vraiment que le gars, enfin l'Unity, il soit capable de reconnaître tout ça, aller chercher la connaissance dans sa base et se dire, ok, celui qui a le plus de potassium, c'est la banane. Enfin, dans ce cas, je crois que c'est ça. Et c'est hallucinant quand même, parce que malgré la qualité de l'image. En fait, c'est vraiment, quand je vous dis que c'est pour reproduire l'esprit humain, on y est quand même. Hein. C'est un petit peu ça. Et puis après, bon, il essaie d'entraîner. Vous voyez sur la dernière image à droite, est-ce que c'est, je ne vois pas bien la question, mais c'était en gros, est-ce que les chiens sont sur un campo, comment dire, un champ d'herbe fraîche? La réponse, c'est, l'algorithme tarde vachement et finalement, il répond que non. Mais parce qu'il n'est pas encore habitué, je vous dis tout à l'heure, il faut aller l'alimenter. Si, on a une chose intéressante aussi, c'est que dans le brevet, il nous explique que Unity est capable de réaliser 7 tâches à la fois sur 8 ensembles de données. C'est pas mal. C'est pas mal. Nous, humains, bon, j'en connais beaucoup qui n'arrivent pas à faire la même chose. Et donc en gros, c'est de sacrées bonnes performances. Alors, je dis que c'est pas Unity ou Google, ce ne sont pas les seuls à travailler sur ce type d'intelligence artificielle. Et on a par exemple Omninet. Alors Omninet, ce sont des chercheurs qui l'ont présenté durant la conférence internationale de l'IA représentative en 2020. Et là, c'est sympa aussi, c'est une autre forme de pensée. Et à même l'algorithme, l'intelligence artificielle, en même temps, il est capable de te dire, tiens, sur cette vidéo ou cette image-là, il est capable de te faire les sous-titres, d'analyser donc la parole, de te mettre même les sous-titres, pardon, de répondre à des questions et d'autres tâches et simultanément. Vous voyez, donc ce ne sont pas les seuls. Il n'y a pas qu'Unity, il n'y a pas que mais il y a d'autres groupes de chercheurs qui sont en place. Alors, vous demandez, bon, alors, ok Nico, c'est bien tout ça, mais bon, concrètement, c'est quand que c'est en place? Même ça y est pas, c'est quoi? Alors, la première publication de Google officielle, ce qu'ils nous ont dit, c'est
Ok, nous, on l'a mis quelques secondes uniquement en place, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas trop. Tu verras tout à l'heure pourquoi, je te le dirai. Et donc là, il nous dit, écoute, nous, quand on l'a mis en place, on l'a mis très peu de temps, et parce qu'on voulait résoudre un problème, c'est-à-dire comment les gens appellent, durant la pandémie, le nom du virus. Et là, d'un coup, en fait, il a pu détecter, je crois que c'était, de mémoire, je ne sais plus, je crois que c'était 800 noms de types du virus différents dans toutes les langues. Ouais, c'est 800 variations de noms pour les vaccins aussi, ils ont fait ça, donc 800 variations de noms de vaccins dans plus de 50 langues. Évidemment, puisqu'ils savent déjà traduire, ils en parlent avec leur système, donc en quelques secondes, ils y sont parvenus. Et alors leur but, là, ce qu'ils déclarent évidemment, c'est d'apporter aux internautes des informations les plus fiables et récentes. Donc ça a marché en fait. On a vu les bandeaux pendant la pandémie, le bandeau de Google qui t'a visé. Si tu cherches ça, la recherche qui est safe, c'est de cette source-là, on te conseille ceci, cela. Bon, allez. Donc là, il y a déjà eu, on a déjà eu un aperçu. Et ensuite, alors là, on va parler un peu plus de spéculation, parce que pourtant, ça c'est de la littérature de Google, là, ce que je vous montrais en particulier. Mais il faut chaque fois prendre les choses avec des pincettes, parce que des fois, ils te l'annoncent, ça a l'air vachement sympa. Et donc là, c'est l'exemple que nous publie Google. Alors peut-être que vous l'avez déjà eu, mais en fait, le but, qu'ils veulent atteindre, c'est d'apporter aux internautes les informations les plus récentes et fiables. Imaginez-vous que vous partez en randonnée au Mont Ventoux, eh bien, vous prenez une photo de votre paire de chaussures et vous lui posez la question à l'algorithme, est-ce que c'est les mêmes qui me vont bien pour faire le Pic Arneto dans les Pyrénées? Eh bien, a priori, le but c'est que tel un expert en randonnée, en fait, il s'assoit, tu prends la photo, tu envoies la photo, tu poses la question et tu vas avoir la réponse. Et ça va aller au-delà avec qui c'est qui va répondre à cette question. Eh bien, justement, on va y arriver parce qu'en fait, en appliquant, si je voulais vous dire autre chose, pardon, c'est que moi, c'est pas grave. Donc, qui c'est qui va répondre à la question? Eh bien, en fait, il est un peu flou. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes expert en randonnée pour du Pic Arneto, parce que vous avez une agence de randonnée, et peut-être que c'est votre contenu qui va être le meilleur. Et alors, si la question, c'est un Japonais qui la pose à Google, la question elle va être traduite donc, dans toutes les langues, et puis Google, qui sait? Il va aller chercher la meilleure réponse pour le Pic Arneto. Et peut-être que pour le Pic Arneto, c'est pas un blog en japonais qui est déjà venu en France une fois. Non, c'est votre site votre agence qui est au pied du Pic Arneto. Alors, c'est génial, parce que vous allez avoir du trafic du monde entier. Ou pas, parce que du coup, la concurrence, elle est mondiale. Et alors là, mince, il y en avait 10 places avec tous les sites du web, francophone qui pouvaient se classifier sur nos pages à nous. Et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe qui pourrait être susceptible de venir en top 10 sur les FR. Pas mal, non? Faut faire gaffe. C'est une opportunité, mais en même temps, une grosse menace. Parce que du coup, qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Que tout ce qui est dupliqué, tous les gens qui ont fait du contenu sur le Pic Arneto, eh bien, c'est mort, quoi. Google, il prend les 10 meilleurs mondiaux et c'est fini. Bon, on est dans la spéculation, attention, je le répète. Donc, on est dans... parce que même il peut apprendre et transférer donc, ses connaissances dans plus de 75 langues dans lesquelles il est formé. Alors, autre chose sur ce qui va changer, alors on passe d'un machine learning, d'apprentissage, à un machine answering, c'est-à-dire de moteur de réponse finalement. Et en fait, Google déjà, on commence à être habitué, il va nous montrer dans les SERP, dans les pages de résultats de recherche, sa box de questions.
Et donc là, on peut voir l'évolution de ces box de questions à travers le temps, qui est mesuré avec un outil qui commence par S et qui finit par X, et qui va ensuite, donc ça, en fait, ça va agir comment ça, Google. C'est comme un sondage, si vous voulez. Il dit, tiens, sur la requête bouteille d'eau, eh bien, il va te montrer la box question, parce qu'il n'est pas sûr encore de la bonne réponse à Google. Il va dire, c'est quoi exactement que tu veux dire avec bouteille d'eau, quelle est la moyenne des bouteilles en volume enfin centilitres qu'il y a dans une bouteille d'eau, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, c'est ça. Et nous, comme internaute, quand on va cliquer sur cette question, eh bien, ça donne une indication sur l'orientation de notre requête à Google. Et il s'entraîne. Nous autres, on est en train d'alimenter la machine avec nos clics. Et donc, du coup, une fois qu'il a toutes ces réponses-là, ben Google, il va te montrer quoi? Ben la réponse directement, parce qu'il sait que dans son échantillon de test, eh bien, la bonne réponse, c'est celle que la majorité des internautes ont cliqué dans son espèce de sondage. Alors, ouais. Alors, qu'est-ce qui va changer? On est dans la spéculation, qui encore une fois, hein, mais c'est l'intuition. Alors, il faut savoir que MEM, alors il est moins gourmand en énergie, puisque du coup il n'a plus besoin de stocker des milliers et des milliers de data, puisqu'il sait déjà quelles sont les bonnes réponses. Et donc avant, ce qu'il faisait, c'est que plus nous on crée de contenu, qu'est-ce qu'il faisait? Il augmentait ses centres de stockage dans des centres de data, et donc ça énergivore. Et l'électricité, c'est le premier poste de dépense chez Google. C'est pas le salaire, c'est l'énergie. Donc, plus il peut l'économiser, mieux c'est. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, un apprentissage une seule fois. Imagine-toi que tu vas chercher, tu veux savoir quelles sont les positions du Kung-Fu. Voilà, je sais pas, vous voulez vous initier au Kung-Fu. Et donc, l'algorithme va pouvoir aller chercher la meilleure réponse à travers le monde. Donc il aura scanné déjà tout ça, il a déjà tout ça en cache. Et au lieu de te montrer un résultat dans ta langue direct, il va te dire, tiens, pour les positions du Kung Fu, la meilleure réponse c'est celle d'un site chinois spécialisé dans le Kung Fu. On a analysé toute la littérature, bam, je te le montre, et ça sera peut-être la bonne ou l'une des meilleures. Et donc toi, ton site sur le Kung Fu en français, et voilà, tu seras moins crédible en plus, puisque tu auras l'authentique, la tradition, enfin ce que tu voudras du Kung Fu. Voilà, donc voilà le type d'application auquel on peut s'attendre. Allez. Alors on savait, qu'est-ce qui va changer aussi? Alors on savait que nous avions des résultats personnalisés, non, grâce aux cookies, on le savait. Selon les recherches déjà effectuées. Et puis on a également peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a certaines commandes que vous pouvez mettre par exemple, dans vos navigateurs, chez Brave, chez Bing, chez Chrome. Là, je vous en ai mis quelques-unes, des requêtes que je vous anime à tester chez vous, sur votre navigateur. Et donc, quand tu fais ces requêtes, tu t'aperçois que Google, ici, Chrome, il sait quelles sont les informations sur lesquelles, par rapport à ton historique, celle qui peut prévoir celles qui sont prévisibles, les résultats prévisibles qui vont te montrer par rapport à ta recherche, quel est l'engagement médiatique que vous avez avec un type de site, par exemple, ou encore les sites susceptibles d'être déjà visités. Alors, vous savez que Google a déjà déclaré que lui, il était capable de se séparer, enfin de se passer des cookies. Peut-être qu'il peut se baser déjà sur les informations qu'il a sur nous à l'aise. Donc lui, ça lui fait pas peur. L'autre question, c'est pour quand? Alors là, en fait, quand on demande à Google, là, c'était il y a 2 jours, là, le 22 septembre. Donc il nous explique que voilà, écoutez, on aimerait le mettre en place, mais tu sais, la recherche n'est pas parfaite. En toute application de l'IA ne sera pas parfaite d'ailleurs. C'est pourquoi toute modification de la recherche implique une évaluation et des tests approfondis et constants. En gros, quand on lit à travers les lignes, c'est que quand ils l'ont mis en place dans leur laboratoire, ils ont une réponse un peu
un peu fortes, notamment sur sur les types de requêtes qui peuvent choquer ou offenser, donc ils ne veulent pas commettre d'impair, et du coup ils le retardent un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de MEM? On va avoir, MEM est capable d'interpréter et créer du contenu, des textes, tels que GPT-3 d'ailleurs, il y a eu des conférences sur ce thème-là. Il est capable donc d'analyser en même temps des images, du texte et l'environnement, l'information contextuelle. Tout à l'heure, on a vu c'était des chiens qui étaient on lui demandait si c'était dans une prairie en courant, et bien non, il est capable de l'interpréter. Et puis finalement, ça va réduire les coûts énergiques et financiers pour lui. Ça, c'est une bonne nouvelle pour lui et pour la planète aussi, non? Un petit peu. Et donc, du coup, on peut quand même se dire, je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire attention aux effets d'annonce. Eh bien, dedans, alors tu te dis que voilà, tu prends une photo de ta chaussure de randonnée et tu vas être capable de savoir si elle va bien pour le mont Fuji, par exemple. Et donc, bon, il faut tempérer. Hein. S'il nous dit déjà que la chaussure elle est bonne pour telle altitude avec ce type de roche, déjà, ça sera pas mal. Mais bon, on va devoir donc tempérer. Alors, quelques réflexions. Alors, si Google montre la réponse en position 0, notre trafic, c'est fini. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai la réponse, hein, t'inquiète. Et puis ensuite, autre réflexion. La majorité des revenus de Google, ils proviennent de la publicité. Mais alors du coup, qu'en est-il de Google Ads? Parce que si tu montres directement la réponse, que tu n'as pas la publicité ou que tu la montres en position 0, eh bien, il me gagne des sous comment Google? Et puis ensuite, donc, la réponse à la première question, il faudra observer, d'ailleurs on peut le faire déjà grâce à certains outils. Il faudra observer donc, les requêtes sur lesquelles le MEM intervient. Donc en fait, quand vous mettez une requête de type do, vous observez qu'il y a des annonces, et donc peut-être que ça va être une requête qu'il faut donner des résultats de type, je sais pas moi, imprimer un livre, télécharger un document, etc. Si vous avez des requêtes type no simple, abandonnez-les. No simple, c'est quoi? C'est le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est converser en euros à dollars. Google te donne déjà la réponse. Arrêtez de faire ce genre de choses parce que si vous n'apportez pas plus de valeur que ça, Google il est capable de le faire bien et mieux que nous. Donc voilà. Alors, et tout ça, ce type de requête no simple, c'est qu'on est capable de le détecter. Des outils, je vous rappelle, le font. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il ne nous reste plus que les requêtes. Par exemple, si on prend une autre requête no simple, ça va être, par exemple, le cours de l'action d'Amazon. Tu vois, parce qu'on veut vérifier que depuis que Jeff Bezos est sorti du comité directif, est-ce que l'action a baissé? Donc, vous mettez action Amazon, no simple, le graphique sur 6 mois, sur un an, etc. Génial. Vous voyez qu'il n'y a pas eu d'impact. Mais bon. Donc, du coup, ça, c'est encore une fois une requête no simple. Alors, qu'est-ce que c'est une requête no tout court? Ça va être par exemple une requête de type quel est le meilleur prix pour acheter une action Amazon? Tu vois, c'est une requête qui est suffisamment compliquée pour que Google ne soit pas capable d'y répondre tout seul. Vous savez que quand tu lui dis ça dépend, là, c'est bon, c'est un truc sur lequel moi je peux me positionner parce que Google va te montrer l'équivalent de 10 liens bleus. Évidemment, on sait déjà que ce n'est pas le cas, hein, on a des images, des vidéos, etc. Enfin, on peut créer nous du contenu, quel que soit le type, du podcast, etc., approprié pour répondre à une question qui va nous envoyer du trafic. Donc on a encore ce type de requête à travailler. Et puis on a une autre, c'est la website. Hein. Alors ça, je vous ai mis la source, je crois, si c'est dans le guide des évaluateurs de Google, vous pouvez y aller le voir. Hein. C'est notre Bible, là, non? En fait, comme référenceur, quelque part. En tout cas, c'est un bon guide. À part celle d'Olivier, qui est là dans la salle. Et puis, bon, après, on pourrait parler du poids, de l'importance des liens, du coup, mais c'est pas le... On n'a pas trop le temps, non? Bon, allez. Ok, bon, j'ai une question, il faudra lever la main. Et dans combien de langues Google déclare-t-il qu'il peut apprendre à transférer des connaissances? J'ai vu la première main se lever là-bas, mais tu as soufflé la réponse? Enfin, je sais pas. Combien?
magnifique. Je te déclare gagnante de ce magnifique mug. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui, le monsieur juste à côté de la porte. Attends, regarde. Sur la fin des cookies, ça a été repoussé, je crois, un petit peu. Ouais, ça a été repoussé. Ouais, Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous pensez, sur ce que vous imaginez, parce Ce que que- visiblement, ils ont l'air d'être prêts. Donc, Alors, ce que je pense, c'est pas trop. Je suis pas je vais te dire une chose, hein, je suis pas le meilleur dans ce domaine. Et par exemple, ici, tu as Vincent Terrazi, par exemple, qui est une pointure sur ce domaine, dans ce type de choses. Peut-être qu'il il pourra te répondre plus tard à ma place. Mais moi, ce que je pense, c'est que, tu sais, c'est. Allez, sur les lois, ce genre de choses, en espagnol, on a un proverbe qui dit echa la ley, echa la trampa. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que tu as fait la loi, tu as le piège, c'est-à-dire comment le sauter, quoi, la loi. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire tu trouves quelque chose, il y a toujours des moyens de le contourner. Et là, le cookies, ben, c'est le cas, regarde. Tu veux pas filer les données sur ton navigateur PC, dans le terme de la loi, ben nous on l'a déjà l'information. Et tu peux la vérifier si tu l'as sur ton PC. Voilà. Yeah. Bonjour et merci pour la conférence. Avec plaisir. J'ai une question. Qu'est-ce qu'il en est du coup des sites multilingues? Alors avec extension de langue ou bien finalement des noms de domaine, .com, .fr ou .es peut-être. Du coup, voilà, c'est un peu la question que je me pose parce que. Ah mais c'est une très bonne question. Hein. Tu as raison, et en plus de ça, on peut aller au-delà. On va parler par exemple des MFA qui traduisent du contenu du danois par exemple et qui te le mettent en français et te font genre c'est un contenu original. Mais effectivement, il y a l'autre, imagine-toi, tu as un e-commerce et donc tu as ta version Frenchy et puis tu as la version espagnole. Et là, finalement, qu'est-ce que c'est que Google va montrer à l'utilisateur, non ben ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas, on le verra, mais sûrement la meilleure. Et puisqu'on parle de la version espagnole, par exemple, il faut savoir que si tu vas au Mexique, tu as imaginé, même, regarde, en espagnol, tu vas à un site en espagnol pour vendre en Espagne. Et moi, je te dis, écoute, c'est comment ton prénom? Grégoire. Et je te dis, Grégoire, si tu veux vendre au Mexique des ascenseurs, il va falloir que tu fasses un keyword research exactement en espagnol du Mexique. Pourquoi? Parce que il parle avec des termes différents. Tu te rends compte quand tu vas au Canada que les gens ils parlent déjà avec un accent bizarre, un peu comme moi, mais mieux. Mais, et puis ils utilisent également un vocabulaire. Par exemple, parler, là-bas, ça va être platicar, alors qu'en espagnol, c'est hablar. Ou comptable, là-bas, c'est contador. En Espagne, c'est comptable. Hein, tu vois. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si sur les ascenseurs, j'ai le cas d'un client en fait, sur lequel c'est passé, le mec il voulait positionner ascenseur au Mexique. Alors, il disait, mais pourquoi j'ai pas de vente derrière? Ouais, tu te positionnais sur ascenseur, sauf qu'au Mexique, il n'y en a pas d'ascenseur. Il y a des elevadores. Ah, et du coup, ça change tout. Et le fait de juste d'avoir fait ça, ça te permet de t'adapter au contexte sémantique de la langue, à son environnement culturel, et de toucher finalement ton public. Donc du coup, si tu fais de la traduction, eh bien, on verra comment ça se passe, quoi. Je ne le sais pas complètement, mais il faut des choses à prendre en compte. Ça répond à ta question, Grégoire?